Moi, avec 1000 euros, quand j'ai lancé la boîte, aujourd'hui j'ai créé centaines d'emplois. Je paye des millions d'euros d'impôts en France. La valeur capitalistique que j'ai créée, elle est énorme. On est présent dans plus de 100 pays. On va terminer l'année à d'ARR et EBITDA. Rentable. Mbappé, je sais pas si vous avez vu l'interview qu'il a faite récemment, c'est un très grand champion français. Il a vraiment ce truc d'afficher ses ambitions. Ouais. Et ça vénère les gens. Attends, avec cette thune, genre, tu pourrais lever en 2 secondes, mais en même temps, t'es ultra rentable. Est-ce que tu penses à lever? Si oui, pourquoi? Là, je dis, la seule raison pour laquelle je lèverais, c'est pour avoir un article dans TechCrunch. Et du coup, on commence à se marrer. On a organisé récemment un énorme événement physique, plein de jeunes qui cherchaient leur voie. J'allais voir des lycéens, je leur disais, voilà, est-ce que tu sais quelle école faire? Ils osaient même pas me répondre. Je leur disais, oui, je te pose une question. C'est vraiment un gros problème de communication. Par définition, en France, quelqu'un qui a fait de l'argent, c'est pas quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a volé quelque chose à quelqu'un. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Contre-Courant. Je suis trop content parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent la chaîne. J'ai reçu des centaines de messages depuis les 3 derniers épisodes qu'on a postés là depuis la rentrée. Je suis vraiment ravi, je suis de retour avec Jules, qui nous avait manqué sur les 3 derniers épisodes. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Guillaume Moubèche. Salut Guillaume. Salut, ça va? Salut Guillaume. Ravi de te recevoir et surtout pour la petite histoire, on s'était rencontrés quand t'étais t'avais pas encore fait le coup de j'ai refusé la levée de fonds qui avait fait exploser ta notoriété. T'étais ban de LinkedIn même à ce moment-là. En quelques mots, où est-ce que t'en es dans l'M-List? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que t'aspires à être en tant qu'entrepreneur? Des questions très deep. On pourrait finir le podcast là-dessus. C'est parti. Non, parce qu'en gros, le but du podcast, c'est de parler un peu de l'écosystème startup en France et de la culture, mais je voulais que tu puisses aussi te présenter, évidemment. Ouais, bien sûr. Guillaume Moubèche, j'ai fondé l'M-List il y a maintenant 7 ans. Plateforme du coup de prospection commerciale automatisée qui aide les gens un peu partout dans le monde à trouver leurs futurs clients. On est présent dans plus de 100 pays. On est une centaine de collaborateurs aujourd'hui et on va terminer l'année à 29 millions d'ARR et 10 millions d'EBITDA. Donc rentable depuis le début. En 2021, on avait vendu 20% de la boîte pour 30 millions, valorisé du coup à 150 millions. Que dire d'autre? On a fait aussi du rachat de boîtes, TweetHunter, Taplio. On a plusieurs produits qu'on est en train de pousser. Et après, mon ambition aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, moi je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai raté beaucoup de projets avant d'avoir ce projet qui a bien marché, qui a pu décoller. Donc mon objectif, c'est de partager au maximum, tu vois, tout ce que j'ai pu apprendre et aider aussi un maximum de gens à se développer à l'international, puisque nous, notre plus gros marché typiquement, c'est les US. Alors qu'on est une boîte française et basée en France. Ouais, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de boîtes. Hein. Ouais, parce que tu vois, on pourra en parler, mais c'est beaucoup de croyances limitantes aussi. On peut pas se lancer quand on est en France et français aux US. En fait, si, il faut juste... C'est pas quand même fait pour tout le monde. C'est un peu le débat du jour que je voulais lancer. J'ai l'impression, et le climat ambiant en ce moment est un peu pesant en France, encore plus avec la perspective des élections américaines qui a remis beaucoup de débats sur la table. Moi, je voulais qu'on parle un peu de la culture start-up en France, de la culture entrepreneuriale. Je trouve qu'on a eu quand même un gros boom dans les années 2010 là-dessus, où vraiment ça s'est massifié, notamment à accélération à partir de 2015. Donc grâce à The Family. Ouais, exactement. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Toi, t'es français juste? Ouais, moi je suis français. Lycée français du coup? Dans un lycée français aussi? Dans un lycée. T'as fait éducation culture française. Culture française, ouais. Culture française, mais avec, je pense toujours, comme beaucoup de personnes en France, mais tu vois, une inspiration américaine depuis très longtemps, quoi. C'est que ce soit cinématographiquement parlant, même la musique, par rapport au sport. L'art. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc du coup, tu disais en fait, où est-ce qu'on qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, ce sont les problèmes un peu qu'il y a de la culture entrepreneuriale en France, parce qu'on voit encore énormément de critiques. Alors tout ça a convergé un peu sur la Startup Nation, qui est presque devenu un projet politique, mais c'est ça le problème. Toi, t'es une des plus grosses startups françaises, et encore plus bootstrap, c'est-à-dire qui ne s'est pas construit sur des levées de fonds. Qu'est-ce que tu penses un peu de là où on en est en ce moment et de quels sont les freins pour que ça soit même vu positivement, quoi. Il y a quand même un moment où c'est même bizarre, c'est vu négativement même aujourd'hui, j'ai l'impression. En fait, je pense que le point de vue, tu vois, général des gens, de dire que la Startup Nation c'est assez négatif, c'est très lié, tu vois, à Macron, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a un peu utilisé ça comme slogan dans sa campagne. On veut montrer qu'on peut gérer un État comme une start-up.
Et d'ailleurs, c'est un parallèle qui est en train d'être fait avec Trump, tu vois, puisque... Sauf que lui, il va vraiment le faire, je pense. Ouais, sauf que lui, il va le faire. Ouais. Avec Elon Musk comme CTO et Joe Rogan comme CMO. Exactement. mais du coup, ce qui est assez intéressant... Ouais, en fait, je trouve que ce qui est assez dur en France, globalement, c'est que... On en parlait un peu tout à l'heure, mais les gens n'ont pas de connaissances sur le fonctionnement des entreprises. Donc, par définition, en France, on a aussi une vision du succès financier qui est assez binaire. Quelqu'un qui a fait de l'argent, beaucoup d'argent rapidement, c'est pas quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a volé quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qu'on doit passer au peigne fin. Et tu vois, on a juste... C'est sûr qu'il n'y a pas une petite magouille. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bernard Arnault, c'est quand même un mec qui a créé, tu vois, des centaines de milliers d'emplois. Les gens qui sont chez LVMH, ils ont quand même l'intéressement, la participation. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être mieux payés. Peut-être que le SMIC devrait être plus élevé. Tu vois, ça, c'est des sujets... Il représente la France aussi quelque part. Il représente la l'excellence France. française. Ça a été l'homme le plus riche du monde. Ouais. Enfin, tu vois, mais en fait... Ça le redeviendra assez souvent. C'est un truc assez ouf, tu vois. Et il y a qu'en France où, typiquement, je crois que c'était pour... je sais plus, je crois que c'était pour les Restos du Cœur qui étaient totalement en dèche. Et il avait dit qu'il faisait un don de 10 millions. C'est pas assez, et les gens en fait ont commencé à critiquer en disant tu vois, à l'échelle de sa fortune c'est rien, il compare toujours ça. C'est comme si moi je donnais tant de centimes et t'es en mode oui. Mais en fait sauf que toi tu donnes même pas tant de centimes. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vrai. Et ces gens-là en général c'est les premiers à dire, tu vois, à critiquer, et tu vas leur dire ok, mais juste le clochard qui est en bas de chez toi, c'est quand la dernière fois que tu lui as acheté un sandwich, c'est quand la dernière fois que tu as donné de l'argent à quelqu'un qui joue de la musique. En fait on est trop souvent, je trouve, en France à avoir un petit peu ce côté critique. On est une nation qui est très critique et qui manque d'ambition. Je te donne un exemple tout con. Très rapidement, en fait, moi j'ai eu des partenaires aux US par des liens que je me suis créés, tu vois. Donc nous, on a une solution de prospection commerciale. L'avantage de la prospection commerciale, c'est tu peux contacter n'importe qui dans le monde. Et donc très rapidement, j'ai commencé à contacter des gens aux États-Unis. Et en fait, je remarquais qu'aux États-Unis, les gens, ils avaient une vision du risque qui était totalement différente. En France, typiquement, je pense qu'on voit les investissements comme des coûts et pas comme des potentiels générateurs de profits et de revenus. Un exemple très con, au départ, donc nous on avait une plateforme assez innovante qui, globalement, notre promesse de vente c'était on va t'obtenir des meilleurs résultats que toute la concurrence. Donc en France, les gens que j'avais en démo, ils étaient là à essayer de critiquer chacun des points, ils voulaient pas payer. Ils étaient tout le temps à me demander plus de temps en essai gratuit. Et moi, comme je testais plusieurs marchés en parallèle, l'avantage du coup d'être en France, c'est que le marché européen, je le testais l'après-midi, le marché américain le soir, et tôt le matin, j'étais avec Australie, Singapour, tu vois, en démo. Asie-Pacifique, ouais. Ouais, Asie-Pacifique. Et du coup, en fait, aux États-Unis, ce que je remarquais, et c'est un peu pareil en Australie, c'est que les gens, tu vois, ils étaient très rapidement, après la démo, ils me demandaient où est-ce que je mets ma carte bleue. Alors qu'en France, tu vois, faire ça à quelqu'un en live, là, tu peux insérer ta carte bleue, ils vont avoir peur, ils vont se dire... Ouais, mais ça, c'est pas très... Ouais. Et ça, tu vois, j'ai trouvé ça assez fou. Et donc, en fait, très rapidement, moi, j'ai arrêté d'être focalisé sur la France. Les US, ça représentait... À quel moment ça, par rapport au moment où tu lances ta boîte ? Genre, première ligne de code de l'Emlist, c'était janvier 2018. Les premiers clients payants, donc le temps de développer un peu l'application, c'était genre en avril, enfin mars-avril. Et en fait, je pense qu'à partir de... Ouais, à partir d'avril-mai, j'ai arrêté de regarder la France. Rapidement, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que 2-3 ans après le début de l'Emlist, les US, ça représente 80% de notre revenu total quand on est genre 2-3 ans après. C'est incroyable. Et c'est quand on refuse la levée de fonds, tu vois, en France, que là, il y a un peu tout ça. Là, pour remettre un peu de contexte, à ce moment-là, tu refuses une levée de fonds, qui veut investir ? Ouais, en fait. C'est quoi la somme ? Pour quelle la thèse de l'époque, c'est... alors, on reprend même la genèse de l'Emlist. À cette époque, donc moi j'arrive, j'ai 1 000 €, tu vois, j'ai plus d'argent, j'ai raté des projets, c'est un peu chaud. Je suis à Station F et je paye pas les bureaux parce qu'on est touché Zendesk qui nous paye les bureaux, donc ça c'est génial. Et à ce moment-là, je me dis, faut lever des fonds, tu vois. À Station F, les startups qui ont un peu de swag, qui sont un peu stylées, c'est celles qui ont levé des fonds. Elles ont eu l'article dans les Échos, c'est génial. Ouais, c'est ça, tu vois. Et je me dis, mais vas-y, il faut qu'on le fasse. Donc pendant 1 mois, je charbonne à essayer de lever des fonds. Tout le monde me dit, t'es qui ? Non, ça marchera jamais. Le marché est trop concurrentiel. Vous allez pas vous développer aux US en étant ici. On n'y croit pas. Donc du coup, je dis, c'est pas grave, on continue.
Et en fait, plus on a commencé, dès le départ, moi je me suis dit je vais faire ce qu'on appelle le build-in public. Donc chaque, je sais pas, 2-3 mois, je faisais des articles sur notre revenu, nos échecs, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Des posts LinkedIn aussi dessus. Des posts LinkedIn pour montrer un peu l'évolution et aussi pour que les gens soient un peu pris dans l'aventure, tu vois. Et en même temps, moi c'est cool, je trouve que quand tu rédiges des articles, ça te permet de faire un peu une rétrospective sur c'est une rétrospective, c'est moment, un peu ta psychanalyse, tu vois, des 6 derniers mois, etc. Et donc du coup à un moment je suis avec un gars qui est très connu aux US qui s'appelle Nathan Latka et qui a un podcast, genre un des plus gros podcasts autour du logiciel, et on est en train de discuter et lui c'est que des questions super rapides sur tes chiffres, ton revenu, machin et tout, et à un moment il s'arrête et il me dit genre attends, avec cette thune genre tu pourrais lever en 2 secondes mais en même temps t'es ultra rentable donc tu t'en fous, est-ce que tu penses à lever, si oui pourquoi, tu vois. Et là, je dis, la seule raison pour laquelle je lèverais, c'est pour avoir un article dans TechCrunch. Et du coup, on commence à se marrer. Et là, il me fait, mais tu sais, en vrai, ce que tu pourrais faire, c'est, tu dis à un VC de t'envoyer une term sheet. Et toi, tu l'envoies la term sheet genre à TechCrunch et tu dis, on va refuser cette term sheet de ce fond. Et là, tu l'auras ton article. Et du coup, j'ai rigolé. Et en fait, juste après la nuit, je me dis, mais en fait, c'est une bête d'idée. Et du coup, genre, il y a Roxane qui est la directrice de Station F, qui m'avait fait une intro à Pascal Dienne, donc une investisseur américaine avec Storm Venture. Et du coup, je parle beaucoup avec Pascal et je commence à lui dire on est à un moment où voilà, tu vois, moi je documente pas mal de trucs. La levée de fonds, je reçois toujours plein de demandes d'entrepreneurs parce qu'à cette époque, tu vois, c'était quand même le début de traction ou de grosse traction, tu vois. Pour nous, on devait être genre à 4 ou 5 millions d'ARR. Donc les gens, ils me connaissaient quand même dans l'écosystème SaaS, tu vois, très spécifique. Mais je recevais beaucoup de messages pour avoir des conseils sur comment lever ou des histoires de gens qui essayaient de lever pendant 8 mois au lieu d'être focus sur leurs clients. Et en fait, il y a eu un moment où ça m'a un peu saoulé. Ça m'a un peu saoulé d'avoir ce truc de... on associe la levée de fonds au succès, alors que je parle à des gens qui ont levé et en fait leur boîte c'est de la merde, les fondateurs ils font 0, ils sont bloqués au niveau des salaires par les fonds parce que à chaque fois qu'un fonds vient chez toi, en fait ton salaire en tant que fondateur il est capé vu que t'as pas bien négocié tes termes. Ils ont des liquides pref, ce qui veut dire que quand la boîte est vendue, si elle est vendue à une valorisation pas très haute, ils gagnent quasiment rien. Et en fait on glorifie tout ça, les médias mettent à fond, tu vois, toutes les levées en avant. Alors que c'est une situation qui est pas forcément... Ouais, alors que culturellement, c'est même pas ce qui devrait être encouragé parce que du coup, ça veut dire que tu valorises ceux qui sont à la fin, en fait, dans une forme de prison dorée, de statut presque plus que de performance. Tu valorises le statut et surtout, moi, en fait... Et dans une démarche hyper capitalistique aussi alors que tu peux monter une entreprise pour autre chose. Aussi pour autre chose. Voilà. Ouais, mais surtout, en fait, ce qui me dérangeait, en fait, là-dedans, parce que en vrai, je suis pas contre la levée de fonds, je suis pas contre, tu vois, j'ai pas un parti pris qui est fort. Je pense que ça dépend du type de boîte que tu as envie de faire. Mais par contre, moi, ce qui m'énerve et ce qui m'a toujours énervé, c'est l'asymétrie d'information. Et en fait, on est dans un monde où globalement, les médias, ils vont dans un sens qui est très... ils ont une ligne édito. Mais une ligne édito, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un positionnement, tu vois. Pendant très longtemps, tu pensais, ou en tout cas moi je pensais que les médias, globalement, tu vois, ils étaient là pour raconter la vérité, tu vois, ou une partie de la vérité. C'est vrai. En fait, tu vois même avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que c'est un bon exemple. Évidemment. Quand t'as tout le monde qui commence à un peu chier sur Elon Musk parce que il a une plateforme et qui soutient publiquement Trump, et du coup les gens ils se disent ouais, il se sert de son média pour soutenir un politique. Tu rigoles en fait parce que tu te dis mais font toute la journée genre Facebook sur leur les plateforme. Gars vous êtes full démocrate depuis genre des Évidemment. années. YouTube full démocrate. L'interview de Joe Rogan avec Trump qui est une interview qui a pété tous les scores en termes de vues par minute, donc l'accélération elle était insane, et cette vidéo n'était jamais affichée dans le trending, donc dans la homepage de YouTube, parce que chez Google ils sont pro-démocrates et ils voulaient pas la montrer. Et alors qu'elle a fait en 24 heures, c'était 50 millions de vues. Ouais, c'était du délire. C'était insane. C'était top 1 monde, quoi. Et en fait, du coup, tu vois, je trouve qu'il y a toujours cette asymétrie de l'information. Et pour les startups, pour moi, c'était un peu ça. C'était la seule voie de la réussite, c'est la levée de fonds. Et la raison, en fait, pour laquelle j'avais envie un peu de lutter contre ça, c'est parce que moi-même, je suis tombé dans ce piège, tu vois, à un moment. Et certes, tu peux dire, il était frustré parce qu'il a pas su lever et tout. C'est sûrement possible, tu vois, il y a sûrement un peu de vérité là-dedans. Mais là, tu vois, on était à un stade où
on avait montré à tous ceux qui nous croyaient pas au début qu'on avait de l'attraction. Et de deux, je me suis dit, tu sais quoi, je vais montrer aux autres entrepreneurs comment lever. Donc, je vais organiser un pitch live avec tous nos métriques, etc. Et si je reçois une term sheet, je dirai non publiquement afin de montrer que le succès ne doit pas être associé au lever, que en fait, c'est cool de faire de l'argent, que tu peux en France dire que t'aimes l'argent, que t'as envie d'en faire, que en fait tu vois moi avec 1 000 €, quand j'ai lancé la boîte, aujourd'hui j'ai créé une centaine d'emplois, je paye des millions d'euros d'impôts en France, la valeur capitalistique que j'ai créée elle est énorme, mais oui à côté de ça je suis devenu multimillionnaire, j'ai fait beaucoup de thunes et je suis très content, tu vois. Bravo pour ça. Et en fait non mais oui, tu vois, c'est un truc, tu vois, où on peut être ça peut paraître prétentieux ou mais en fait faut accepter, tu vois, qu'on est dans un monde de toute façon qui est gouverné par le capitalisme. Ah oui. Donc, le système. Il y a un moment où soit tu te dis que tu vas avoir la haine contre le capitalisme à vie, ou soit tu décides de l'utiliser parce que toi, tu as envie de faire quelque chose et que c'est OK pour toi de prendre un énorme risque. Ouais. Le risque, tu vois, c'est au départ, j'avais pas d'argent, je vivais dans 20 mètres carrés, c'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer, je pouvais pas sortir, mes potes... Merci à elle. Non, merci à elle. mais tu vois, en fait, et j'aurais changé ça pour rien au monde, tu vois. Moi, ça m'allait de vivre avec rien, j'ai pas grandi avec beaucoup de moyens non plus. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai fait tous les petits boulots possibles et inimaginables. J'ai la valeur du travail depuis que je suis très petit. Mes parents, mes grands-parents sont des immigrés qui parlaient pas français, qui sont arrivés en France, qui ont travaillé la terre. Enfin, tu vois, moi, je pars du principe que à partir du moment où tu es clair sur tes objectifs, il faut les assumer, il faut pas avoir peur. Et en fait, après, il faut se servir des règles du système, quoi. Le capitalisme peut servir une mission aussi. Bien sûr. Dans notre système aujourd'hui, il vaut mieux d'ailleurs passer par le capitalisme pour servir une mission ultra vertueuse que passer par quelconque autre mode de développement. Très d'accord. Moi, j'aimerais revenir sur la partie média dont tu as parlé tout à l'heure, où tu disais les journalistes ont un parti pris, ont une vision des choses. Tu prends l'exemple des journalistes start-up qui parlent essentiellement des levées de fonds et c'est très vrai. Et c'est d'ailleurs encore vrai aujourd'hui alors que ça a été critiqué. Est-ce que tu penses que c'est... Enfin, qu'est-ce que tu penses que c'est ? Est-ce que tu penses que c'est leur prisme, leur biais sur la réalité ? Est-ce que tu penses que c'est les indications qu'on leur demande, que c'est les métriques de succès qui sont globalement partagées mais du coup relayées par les journalistes ? Où est-ce que le bas blesse selon toi ? En fait, il y a plusieurs niveaux, tu vois, mais déjà, il faut savoir que la plupart des individus globalement sont des engrenages dans une énorme dans un énorme montage, quoi. Une énorme machine. Quand tu prends le moment où on a vendu 20% de la boîte, c'est un moment qui est quand même, on vend globalement à un fonds de gross equity 20% de la boîte, c'est-à-dire que au lieu de faire une levée de fonds, c'est-à-dire l'argent va dans la boîte, là l'argent elle va dans notre poche. C'est un truc qui a quasiment jamais été vu, tu vois, en France. De part de fonds de gross equity, t'as parfois ou VC, quoi. T'as des private equity, des LBO qui peuvent arriver et tout, mais ça n'existe pas globalement, surtout dans le monde des startups. Quand on fait ça, t'as une journaliste, Charlie Perrault, qui m'appelle en me disant j'ai entendu dire que vous aviez levé des fonds, je dis non, elle me laisse un message en me disant j'ai les infos, je sais que t'as levé des fonds. Si tu m'appelles pas avant 17h, l'article il est publié demain et je dirais que c'est un tour avec tel fond, machin et tout, tu vois. Qui en plus serait allé contre ton message de levée de fonds, donc c'est aussi pour ça qu'il y avait un enjeu. Et donc moi, surtout que tu vois, moi j'ai toujours été dans un but très éducationnel. Et puis on embrasse Charlie évidemment. Ouais, non mais tu vois, je la rappelle et en fait je lui explique, c'est pas une levée de fonds, c'est ce qu'on appelle du secondaire. Donc il y a 0 € qui vient dans la boîte, c'est du cash out. Et au lieu d'écrire un article sur le cash out, son titre c'était Lemlist cède au chant des sirènes ou j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça, un truc putaclic. Et en fait tu te dis mais t'as une opportunité d'éduquer sur un mode de financement, un mode capitalistique qui peut enrichir les fondateurs, montrer qu'il y a d'autres façons, que c'est tu vois quelque chose qui est on peut parler de plein de sujets autour de ça, tu vois. Putain, et en fait le premier truc qu'elle fait c'est ce titre putaclic et donc les gens cliquent, ils peuvent pas voir l'article parce que les échos essayent de faire de l'argent donc il faut payer. Donc en fait tu vois, juste avec un titre c'est un mensonge, c'est faux, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? En fait, l'article il a été publié, ça y est, et du coup les gens,
évidemment, tu as des gens intelligents qui creusent et qui savent, en regardant 2 secondes sur notre blog. Et puis surtout en t'écoutant en podcast, parce que aujourd'hui, tu fais plus de vues à titre personnel que beaucoup d'articles. Les échos, ouais. Mais en vrai, je veux revenir là-dessus, parce que ça, pour le coup, c'est un truc, effectivement, là, mais les gens. C'est vrai, hein, ouais. Les gens se rendent pas forcément compte de ce truc-là, et ça, pour moi, c'est un truc vraiment important, ça s'appelle le cyberblurring. Cyberblurring, en gros, c'est un concept évidemment américain, comme le nom l'indique. Merci beaucoup. Et en fait, ce cyberblurring, en gros, c'est l'idée que tu peux réussir sans jamais frontalement mentir, de détourner un peu l'attention ou de biaiser un peu la vérité. Un exemple très simple, c'est Trump, à un moment, il s'est fait tirer dessus, tentative d'assassinat, c'était mi-juillet, un truc comme ça. Et il y a eu des gens qui ont titré Trump tombe de la scène après un éclat, après un bruit éclatant ou après un bruit assourdissant. Ouais. C'est pas, il y a eu, c'est les Washington Post, dans des médias nationaux. Oui, non, c'est des nationaux très sérieux. C'est des équivalents Figaro, Le Monde ici. Exactement, c'est des vrais prescripteurs d'information, quoi. Et ça, ce qui est hyper important, c'est que quand tu lis l'article, parce que beaucoup de gens ont crié au scandale, mais quand tu lis l'article, ils disent qu'un tireur a tiré vers la scène et que la cible était probablement Donald Trump. Donc ils ont mis des pincettes pour la certitude, mais globalement, quand tu lis l'article, tu comprends ce qui se passe. En revanche, combien de gens vont vraiment lire l'article ? Et c'est ça, et ça bien sûr. C'est ça, c'est combien de gens vont lire l'article ? Parce que tu lis la tagline. Bien sûr. On est dans un monde où de toute façon, la récompense, elle est au contenu le plus court possible. Donc on extrait, tu vois, le short form content, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Mais par contre, il y a plus du tout cette profondeur d'information. Et en fait, je trouvais ça dommage parce que tu vois, ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que moi, j'ai eu plein de fondateurs de startups qui sont venus me voir pour me demander des conseils sur tout ça et qui ont réussi à faire des tours équivalents à ce que j'ai fait. Ça a changé leur vie, la vie de leurs proches. Tu vois, ça a eu des impacts ultra positifs. Et en fait, donné un peu du pouvoir de la force aux startups. En gros, j'ai tourné la table. C'est-à-dire que maintenant, j'ai montré aux gens que c'est toi qui peux dicter les termes d'un contrat quand tu es dans une position de pouvoir. Et ça, tu vois, c'était un truc qui n'existait pas ou très peu. Et en fait, tu vois, c'est important. En fait, il faut éduquer en fait, parce que moi globalement, tu vois, jusqu'à pas longtemps après tout ça, je savais pas ce que c'était une liquid pref, je comprenais pas vraiment les enjeux, participative, non participative. En fait, une fois de plus, t'as un rapport de force qui est totalement inversé. T'as des fonds qui font des deals toute la journée avec des armées d'avocats et un fondateur de boîte qui run son business. Donc forcément, lui, ce qu'il voit, c'est quoi ? L'argent donné par les fonds, mais les termes, il s'en préoccupe pas. Alors que le plus important, c'est les termes. C'est pas les fonds que tu lèves, c'est pas la valorisation, c'est les termes. Ça, c'est vrai. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est fou. Et c'est hyper important. Moi, nous, on a été sauvés parce qu'on a levé des fonds, nous, auprès d'une vingtaine d'investisseurs différents. Donc, toujours plus facile aussi de négocier quand c'est pas des fonds, t'en as 20 autour de la table. Donc, voilà. Du coup, il n'y a pas position de force, en fait. Mais nous, on a fait ça parce qu'à la base, on refusé d'avoir un investisseur qui prendrait la majorité de la levée. Pas de la boîte, de la levée, parce que je dis ça parce que parfois les gens comprennent mal. La majorité de la levée de fonds et donc des 20% qu'on a dilués, justement pour ces questions de term sheet, parce que moi j'ai eu des personnes comme toi, comme Oussama, comme Paul Graham, comme Sam Altman, donc au Y Combinator, qui en ont parlé et qui ont dit attention, il y a des questions, tu disais de liquid prep, mais des questions de gouvernance aussi. La gouvernance, c'est. Des fondateurs qui sont encore supérieurs en capital au fonds peuvent se faire virer par des fonds sur des term sheets. Ou un bon avocat, c'est aussi utile d'avoir un bon avocat dans ces cas-là, parce que c'est lui qui va t'aider là-dessus. Oui, mais même l'avocat, il peut être, tu sais, il a d'autres dossiers à gérer. Enfin, les avocats, c'est comme les médecins, hein. Tout le monde pense que c'est infaillible, c'est pas infaillible. C'est pas infaillible, clairement pas. C'est comme ça. Ça dépend de, Mais pour revenir à ce que disait Jules, tu disais un truc tout à l'heure sur le capitalisme. Vas-y, parce que je trouve ça intéressant, sur le fait d'aligner le capitalisme avec des missions. Parce qu'on voit beaucoup de gens se saisissent de plein de causes, la cause écologique, plein de causes sociales, éducation. Et souvent, ce sont les mêmes que tu vois un peu assis sur le banc, qui veulent pas faire, qui veulent pas essayer, qui veulent pas tenter leur aventure, ou qui passent par des associations. Moi, j'ai rien contre le modèle associatif. Je trouve juste que c'est un peu limitant. Moi, je me suis posé la question au tout début, à l'époque des Solidaires, quand j'avais créé mon premier site, de passer en site ou sous forme de startup. Quelque part, je serais allé plus vite en étant une association, parce que j'aurais pris des subventions de partout, donc ça aurait été super. Mais je voyais une limite un peu de mon modèle, parce que je m'étais dit, bon, est-ce que je veux vraiment vivre des subventions, et si demain il y a un séisme politique, en fait, je passe de temps à rien. Littéralement ce qui s'est passé. Ouais, clairement. Donc finalement, je pense que j'ai pas eu si tort, mais fait le bon choix. En fait, quand j'ai des amis qui sont des militants pour plein de ces causes-là, et en fait, ils vont détester par exemple Total.
militant écologique, le classique, c'est qu'il va détester Total. Et il n'accepte même pas de parler à Pouyanné ou à je ne sais qui. Il n'accepte même pas d'assister à une conférence de presse. Il assiste même pas à l'Assemblée Générale à la fin de l'année. Enfin, c'est dommage. Alors que Total, aujourd'hui, est la boîte qui investit le plus dans la transition. Total, aujourd'hui, est la boîte qui est la plus... En valeur absolue. Capable, oui. Elle est la plus capable d'aller vers ça. Alors, il y a un souci de réglementation en France, d'ailleurs, et dans d'autres pays en Europe. Parce que c'est pas si facile d'investir en France et qu'il y a un problème d'espace pour les énergies renouvelables que n'ont pas d'autres pays. Mais en fait, ce sont ces boîtes-là qui, aujourd'hui, peuvent changer le monde. Donc, ça sert à rien d'aller à contre-courant, pour reprendre le nom de ce podcast, de ce que font ces boîtes-là. Parce qu'il faut, c'est construire avec elles, accepter d'avoir un dialogue pour qu'en fait, le capitalisme serve cette cause-là. Moi, c'est ce que j'essaie de dire souvent à ces gens-là. En fait, je pense que le problème aussi, c'est que tu as beaucoup de causes qui sont des dogmes, tu vois. Quand tu prends l'écologie, en fait, c'est... Moi, tu vois, à la base de formation, je suis ingénieur chimiste, tu vois. Et honnêtement, quand je voyais les gens parler du nucléaire, en fait, ils comprennent pas comment ça fonctionne, tu vois. Genre, en recherche en France, on était parmi les meilleurs. On avait un avancement qui était totalement fou. Et juste par des changements politiques, il y a des choix qui ont été faits d'arrêter certaines choses. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, même d'un point de vue énergie renouvelable et énergie, le nucléaire, ça serait, tu vois, t'as des réacteurs de différentes générations. En fait, t'arrives à des trucs qui sont... complètement fou, tu vois. Énergie décarbonée et tout. Ouais, et c'est vraiment super stylé, tu vois. Et en fait, tu vois, juste, je pense que les gens, ils sont vachement influencés, tu vois, que ce soit par des médias. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des causes pour exister et pour vivre. Et en fait, remettre en cause leurs pensées, c'est les remettre en cause eux-mêmes, tu vois. Et moi, j'ai du mal avec les gens qui changent pas d'avis. J'ai du mal avec les gens qui ont pas de nuances. Et je pense qu'on est comme on est pareil, tu vois. C'est aussi un peu l'illustration de pourquoi le contenu court fonctionne si bien. C'est parce que c'est que du renforcement de ce qu'on pense déjà. Les algorithmes, ils sont faits pour renforcer ce qu'on pense. Ouais. Et on l'a vu, tu vois, dans le conflit israélo-palestinien. Chaque personne voit le contenu qu'il arrange et qu'il a envie de voir. Et c'est important de dire aussi, le contenu, c'est pas seulement les gens qui sont d'accord avec toi, c'est aussi les plus débiles qui sont pas d'accord avec toi. C'est hyper important de nommer, parce que ça, les gens ne comprennent pas. C'est eux, ils peuvent avoir, mettons que pour prendre l'exemple Israël-Palestine, tu peux avoir un contenu pro-palestinien hyper smart, hyper subtil, hyper nuancé que tu vas adorer, et un contenu pro-israélien débile, et un pro-israélien va avoir l'inverse, un contenu pro-israélien hyper nuancé, hyper subtil, hyper pertinent, et un contenu pro-palestinien débile ou antisémite carrément, tu vois. Et tu vois vraiment le... Ouais, c'est assez fou. Et il y a une, en fait, d'ailleurs là-dessus, ça a été montré, tu vois, qu'il y a une manipulation aussi de certains États, tu vois, notamment la Russie qui est souvent coupable. Après, tu vois, à voir si c'est vraiment la Russie ou pas, mais tu vois, sur des TikTok, sur des créations massives de comptes, des campagnes de désinformation, des propagandes, enfin... guerre cognitive, quoi. Ouais, et c'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. Avec l'IA, tu peux faire des trucs. Mais moi, c'est pour ça que ça m'inquiète beaucoup. Je suis vraiment en train de me dire aujourd'hui, parce que pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, tu as le côté, on va dire, les médias, ou aujourd'hui d'ailleurs, les leaders d'opinion, parce que c'est pas que les médias, aujourd'hui, c'est aussi des personnalités qui sont leur propre canal, qui vont influencer du coup, on va dire, les gens, et les gens après derrière vont faire pression sur les politiques ou les entreprises. Et donc c'est pour ça que c'est aussi clé et stratégique qu'il y ait de la bonne information qui circule, qu'il y ait de l'information de qualité et tout. Et pour en revenir un peu au sujet des startups, de la culture entrepreneuriale, aujourd'hui, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'on a aussi un peu déchanté. C'est comme si en fait les gens avaient parié sur les startups dans ceux qui y croyaient pour transformer la France, et qu'on n'a pas eu de Google ou de Facebook, et du coup on est un peu en mode est-ce que vraiment là-dessus, et du coup on se rabat sur les grands groupes et l'associatif, quoi. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. J'essaie de réfléchir, tu vois, à me dire... je me suis un peu posé sur la question, tu vois, en essayant de regarder. Ok, tu vois, on a quand même de très bonnes écoles en France. La plupart des gens qui, quand tu regardes... Toi, tu étais où juste ? Moi, j'ai fait le NSCP Chimie Paris Tech et HEC Paris en marketing. Et non, j'ai pas fait d'études. Et après, j'ai commencé par la fac. J'ai fait ça. Enfin, tu vois, j'ai fait des passerelles. Je suis pas un produit de prépa, voilà. Donc, je suis pour les personnes qui ont fait des grandes écoles. Je suis les admissions parallèles. T'es un enfoiré, quoi. Voilà, c'est ça. AST, on dirait que c'est un peu handicapé, mais ça veut dire admis sur titre. Exact. Non, ouais, moi, j'ai commencé par la fac parce que ça me permettait de travailler à côté. Donc, j'ai travaillé un peu partout pendant 4-5 ans.
après, j'ai eu une bourse pour aller étudier en Écosse où on m'a proposé un doctorat et là, je suis rentré en France pour faire de la chimie. Mais du coup, en fait, quand tu regardes la façon dont l'économie globale fonctionne, elle est quand même ultra liée aux États-Unis et notamment à la valeur du dollar. Tu vois, enfin, c'est le dollar est roi. Et en fait, pétrodollar. Ouais, et en fait, tu regardes, c'est que les startups, c'est très américain. Tu vois, c'est un risque pour un reward qui peut être gigantesque. À côté de ça, tu regardes les talents, d'où est-ce qu'ils viennent, tu vois, quand tu prends Yann Lequin, quand tu prends les mecs qui sont genre chez Facebook, quand tu regardes les équipes de DeepMind, en fait, t'as beaucoup de Français, beaucoup de polytechniciens. Yann Lequin qui est le monsieur IA de Meta aujourd'hui et qui est un Français. Et Luc Julia qui est l'inventeur de Siri. Exactement. Ouais. Donc français aussi. Tu prends Apple, tu prends DeepMind, tu prends tu vois les mecs de Mistral qui sont en France, c'est des gars qui étaient chez DeepMind, donc Google, et Facebook Meta, Facebook quoi. Et en fait, donc tu peux te poser la question, tu vois, tu te dis pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Et en fait, ces talents vont déjà aux États-Unis. Donc après, tu te dis pourquoi est-ce qu'ils vont aux États-Unis? Évidemment, le salaire, ça aide, l'aventure, mais parce que surtout, en fait, moi, ce que je vois, c'est que moi, les États-Unis, c'est un pays, tu vois, qui, quand tu es entrepreneur, ou quand tu as envie de faire des choses ultra ambitieuses, qui attire parce qu'en fait, ils sont toujours super bien marketés. Quand tu es le meilleur, est-ce que on prend un truc tout simple. Tu deviens joueur de foot professionnel. Tu es le meilleur joueur de foot professionnel. Tu joues avec tes amis, machin, mais juste tu es une star en fait. Est-ce que tu vas aller vouloir jouer à Saint-Etienne ou est-ce que tu as envie d'aller jouer genre au PSG ou au Real ou peu importe, tu vois. En fait, peu importe, tu vois, tu peux kiffer Saint-Etienne et tout, tu vois, il y a pas de sujet, mais en fait, tu vas vouloir Loïc Perrin, grand capitaine. tu vas vouloir te confronter au meilleur. Et en fait, je pense que c'est ce que les États-Unis ont fait et en gros d'ailleurs, c'est assez intéressant, tu vois, le cinéma américain, il joue un rôle ultra important sur notre perception des États-Unis. Évidemment. Tu vois, on va prendre un truc tout con sur le cinéma américain. Aujourd'hui, si tu demandes aux gens quelle est votre vision de la Russie, les gens, la Russie, c'est Poutine, c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Les Russes, c'est des chapkas et des bottes et des tornades de blizzard. Les Russes, c'est toujours les méchants. Et en fait, pourquoi les Russes, c'est toujours les méchants? Regarde les films américains de ces 40 dernières années. Les Russes, dès qu'il y a un mec dans un film qui parle avec un accent russe, tu te dis ouais, lui il est chelou, il va faire une connerie, tu vois. Et en fait, ça c'est des trucs, tu vois, on s'en rend pas compte parce que c'est très insidieux, mais ça change notre mentalité, notre perception. Alors que tu vois, si tu regardes, tu reprends la Deuxième Guerre mondiale, la raison pour laquelle aujourd'hui on peut vivre comme on vit, les Russes, ils ont eu un rôle critique. Le retournement en 43 de l'opération Barbarossa. Ouais, mais en fait, sans les Russes, c'est pas les Américains qui nous sauvent. Hein. En grande partie, c'est les Russes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le front est allemand. Ouais. Putain, c'est ouf. Bien sûr. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? T'as les États-Unis qui commencent à lancer cette propagande anti-russe avec Hollywood. Hollywood, ça a toujours été de la propagande, tu vois, au départ. C'était des films de propagande, ça faisait énormément de... Et en fait, là, t'arrives à manipuler une opinion mondiale pour dire qui sont tes ennemis, qui sont les gens les plus stylés. Et donc, évidemment, quand tu marketes tellement bien ton pays... Tu crées ton système de valeurs. Tu crées ton système de valeurs et tous tes talents, ils sont attirés. Donc, en fait, t'attires ça. Et à côté de ça, les Américains ont aussi cette mentalité de je lance quelque chose, je prends un risque. En fait, les gens, ils trouvent ça stylé. Aux États-Unis, là, quand je suis allé la première fois, c'était un des partenaires qu'on a là-bas qui m'a invité. Ils avaient tout payé et tout. C'était vraiment génial. J'arrive là-bas, tu rencontres des gens, tu leur dis que tu es entrepreneur. Trop cool, tu fais quoi? Putain, c'est vraiment stylé, chapeau, machin et tout. Et en fait, ils ont une ambition qui est débordante. Ils ont envie que les autres réussissent. Ils ont ce côté give back, tu vois, donc redonner quand ils ont réussi, qui est archi important. En France... c'est tout l'inverse. C'est l'inverse. Tout l'inverse. Et tu vois, genre. Depuis l'école. Ouais, parce qu'en fait, en France, une fois de plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est ancré, qui est de dire que, comme quand quelqu'un réussit, on pense que c'est un voleur, machin. En France, la phrase vivons heureux, vivons cachés. C'est de la folie. Hein. Quand il réfléchit, c'est fou de se dire ça. Mais cette phrase, elle a une raison. C'est parce qu'il y a tellement de jalousie, il y a tellement. Tu vois, je voyais il y avait un footballeur, je sais plus qui c'était, qui expliquait qu'il s'était acheté une belle voiture. Il a fait les plus grands clubs en Europe.
il y a que en France où les gars ils lui rayaient sa voiture, ils crachaient dessus. En Italie ils applaudissaient, ils disaient putain la voiture machin. En Espagne, non mais tu vois. Et en fait il n'y a pas cette haine de la personne, tu vois, qui a plus que toi. Et oui, c'est sûr qu'en France, il y a des inégalités. Oui, c'est sûr qu'on pourrait faire beaucoup plus et tout. Mais en fait, si les gens étaient déjà plus occupés à travailler sur eux-mêmes que de rager sur les gens autour d'eux, on vivrait beaucoup mieux. Je trouve ça très juste. Et est-ce que tu penses que ça s'améliore ? Parce que moi, j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, alors je les cite pêle-mêle, hein, c'est pas obligé dans l'ordre chronologique, mais t'as eu les conférences de The Family, notamment portées par Oussama Hamar, mais pas que. T'as eu, parce que t'avais aussi du Maxime Blondel, t'avais aussi du Damien Morin, qu'on embrasse, qui faisait des conf top. T'as eu Qui veut être mon associé, qui quand même fait des très bonnes audiences. Ouais. T'as la BPI qui fait un travail de sable de fou. Et moi je le dis, ça fait 2 ans que nous, avec mon groupe, on bosse avec la BPI. Le travail est quand même faramineux. J'ai l'impression quand même que on pousse quoi en fait. Mais du coup c'est quoi ? Mais que dans la sphère entrepreneuriale, c'est ça. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait quoi ? C'est l'opinion publique qu'il faut changer. Il faudrait des films hollywoodiens, du coup pas hollywoodiens, il faudrait des films français un peu en mode The Social Network et tout, tu vois ? Bah honnêtement en fait, tu prends des boîtes qui des Loup de Wall Street français, tu vois. Des boîtes qui ont vachement bien réussi en France et qui sont stylées et où tu pourrais avoir des histoires un petit peu croustillantes à raconter. T'en as plein, tu vois. Et en fait, je pense que ça, typiquement, passer par un marketing comme ça marcherait bien. Aujourd'hui, il faut aussi que les entrepreneurs français fassent leur rôle, tu vois, de partager, de communiquer. D'accord. Et en fait, je pense que en building public, tu prends aussi entre guillemets des risques. Tu prends des risques, ouais, parce que tu montres pas mal de choses. C'est du travail aussi, j'imagine. C'est du travail. Après, ça intéresse les gens. Mais tu l'as pas fait juste pour te faire mousser. Ce qu'il faut expliquer, c'est que tu l'as fait parce que tu te dis, ok, merde, personne ne me reçoit. J'arrive pas à transmettre les messages que j'ai envie de transmettre. Ouais. Bah en fait, je vais faire moi-même. Tu contrôles ta com. Ça l'idée. En vrai, en fait, je pense que c'est par étapes. T'es pas fan de toi-même à la base. C'est ça que je veux dire pour les gens qui nous regardent. Ça vient pas d'un amour pour vous. Ça vient d'un amour pour. Je suis fan de moi-même. Pour le contenu et le partage. C'est important de s'aimer. Après, c'est un autre sujet. Mais avant d'aimer les autres, évidemment. Mais par contre, non, un truc, c'est que la première fois que j'ai écrit un article pour expliquer comment on avait nos premiers clients, c'était sur Medium à l'époque ou quoi ? Ouais, c'était sur Medium. Ouais. Bah en fait, c'est avant tout, tu vois, regarder ce qu'on a fait, ce qui a bien fait, ce qui a bien marché. Et pourquoi je l'ai fait parce que j'avais lu un article qui m'avait vachement inspiré et qui m'avait donné en fait cette gouache de me dire vas-y, lance-toi. Tu sais que c'était un article que j'avais lu sur quelqu'un qui avait lancé un logiciel. C'était un monde que je connaissais pas encore trop bien et je me suis dit bah vas-y, je vais me lancer dessus, tu vois, et j'ai envie d'y aller. Et en fait, si un article peut créer des déclics, si une vidéo peut créer des déclics, si une phrase, tu vois, peut changer la façon dont tu penses, en fait, il faut communiquer. Ouais. Et il faut le faire plus souvent. Et ça, tu vois, c'est un truc où moi, je pense que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu vois, mais tu peux être en train de regarder des Reels ou des TikTok ou peu importe et tu tombes sur un truc un peu inspirationnel et d'un coup, tu vois, au fond de toi, tu te dis ok, tu vois, genre c'est bon, tu vois, c'est peut-être un moment difficile, mais ça vaut le coup, il faut que je continue et je vais pas abandonner, tu vois. Et ça, en fait, parfois, c'est juste ça dont les gens ont besoin. Et je pense qu'en France, on crée beaucoup de croyances limitantes sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Je pense que très rapidement, du fait qu'on nous mette dans des cases de y a telle école, t'as réussi, t'as pas réussi, les différents niveaux, etc. Ouais. Bah, en fait, les gens continuent de se créer un peu des sortes de boîtes dans lesquelles ils s'enferment. Et en fait, ça, c'est un problème. Parce que je pense qu'on a énormément d'entrepreneurs en France qui ne savent pas encore qu'ils sont entrepreneurs. Et parfois, en fait, le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Sur le sujet du partage, je vais recouper avec ce que tu viens de dire. Le problème, c'est l'école. C'est qu'à l'école, je me rends compte, parce que moi, je passe ma vie à aller dans des lycées et des universités, avec ce que je fais. On apprend à un élève à ne surtout pas partager ce qu'il a pris comme note avec son voisin, parce que quelque part, il y a une concurrence entre individus. Alors qu'en société, la concurrence, elle n'est pas entre individus, elle est entre groupes d'individus. Ouais. Tu vois, en entreprise, c'est une équipe contre une autre, une entreprise contre une autre entreprise, un pays contre un autre pays, un continent contre un autre continent. Et donc ça, du coup, ça germe au départ. Les gens commencent à devenir très individualistes, à ne pas partager. Ça part de là. Et plus tu grandis,
ensuite, plus tu développes du coup ce côté, tout ce que je dois faire dans mon coin, je vais demander à la personne, ce qui fait que les gens ont beaucoup de mal à échanger avec les autres. Ouais. Moi, je me suis rendu compte, on a organisé récemment un énorme événement physique, plein de jeunes qui cherchaient leur voie. J'allais voir les lycéens, je leur disais voilà, est-ce que tu sais quelle école faire? Ils osaient même pas me répondre. Je leur disais oui, je te pose une question, vraiment un gros problème de communication, alors que c'est quand même le principe. Ils avaient peur de s'envoyer la place ou un truc comme ça. Ouais. Non, c'est déjà un gros problème de communication. Les élèves, quand ils sortent de l'école, on leur a fait la messe, on leur a donné l'homélie pendant 20 ans, ils sont restés assis à un siège, ils n'ont pas l'habitude d'exercer la parole. Donc ils ont beaucoup de mal à exprimer ce dont ils ont besoin, ils ont beaucoup de mal à exprimer aussi ce qu'ils recherchent. Et donc, choqués par cette idée en fait de la réserve de soi, ils étaient vraiment très silencieux, très introvertis. Et puis autrement, ils ne savaient pas exprimer ce qu'ils voulaient. Et ils avaient même peur d'exprimer leur ambition. Par exemple, j'aimerais faire l'une des 3 premières, mais je l'aurais pas, donc je préférerais faire les decks. Ou pourquoi tu l'aurais pas? Parce que mais t'as combien de moyens? J'ai 16, tu vas l'avoir. Enfin, je veux dire, quel est le souci à un moment, tu vois, et c'est toute cette idée qu'on construit au départ à l'école qui fait que derrière ça fait germer, ça construit des individus je suis d'accord, fermés, et ça met une pression de monstre. Pour en revenir sur un peu tes phrases inspirantes ou qui te font un déclic et tout, il y avait une, je crois que c'est Gary Vee ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas qui représente bien ce que tu dis, c'est t'as pas la flemme en fait, t'as juste peur de te planter. Donc si tu retires le fait de se planter c'est grave, en fait t'as plus la flemme et du coup tu le fais parce qu'en fait ce qui te provoque la flemme, c'est la flemme de faire des efforts pour qu'au final tu te prennes une gifle. Et en fait t'as pas peur de te planter, t'as peur de ce que les autres vont penser de toi si tu te plantes. Encore plus. Et tu vois, et ça c'est des trucs où je trouve effectivement qu'il y a vraiment on déteste et typiquement Mbappé, je sais pas si vous avez vu l'interview qu'il a faite récemment, mais c'est un bon exemple de ça parce que alors après on pense qu'on veut des histoires récentes de Mbappé, mais c'est un très grand champion français et il a vraiment ce truc d'afficher ses ambitions et ça vénère les gens. C'est clair. Les gens, c'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, les gens attendaient une occasion de le détruire, tu vois. Alors qu'on parle quand même d'un gars, il a fait victoire de Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Tu fais difficilement mieux pour un joueur de foot quand même à la fin. Et en fait, ce qui est dommage avec... en fait, je pense qu'en France, on a trop souvent tendance à confondre la confiance en soi avec l'arrogance. Et les gens pensent que quand quelqu'un sait qu'il peut arriver à un goal qui est très ambitieux, c'est quelqu'un d'arrogant, alors que ça peut être juste quelqu'un qui a vraiment juste confiance en lui, quoi. Et en fait, pour revenir sur l'école, je trouve que un des sujets qui est aussi compliqué, c'est qu'à l'école, en fait, on te demande d'apprendre quelque chose dont tu ne te sers pas et d'être évalué sur un sujet, en fait, qui t'a pas vraiment été utile. Donc, en fait, ça veut dire que typiquement, tu apprends le théorème de Pythagore. En fait, tu apprends le théorème de Pythagore. Tu n'apprends pas à t'en servir sur un projet qui est réel. Ok, en fait, je comprends. L'applicatif, quoi, en fait. Ouais, en fait, l'applicatif. Il n'y a pas d'applicatif. Donc, en fait, la connaissance sans l'applicatif, c'est qu'une partie du savoir et des capacités. Et en fait, le problème avec ça, c'est que, les gens, globalement, ils retiennent rien. Enfin, ça, c'est qu'une partie, tu vois. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, l'école, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que tant que tu ne connais pas tout sur un sujet, tu ne peux pas faire. Exact. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. L'entrepreneuriat, c'est tu ne connais rien, tu vas faire, et quand tu vas être bloqué, tu vas aller chercher la connaissance. Et la connaissance, elle doit arriver au moment où tu te poses une question, où tu es bloqué, où c'est ça l'utilité de la connaissance. Mettre des chemins d'obstacles. Ah oui, en mode tu construirais des cours où tu te dis, je suis ton raisonnement, mais où tu fais en mode votre objectif c'est d'arriver à, je sais pas, tel truc. Tu fais exprès qu'il y ait plein d'obstacles et tu leur dis pas comment et eux vont devoir aller trouver. Bien sûr, c'est genre j'arrive, je cours. En fait, c'est pareil. Je suis devant un mur. Le mur il est super haut. En fait, j'ai deux choix. Soit j'apprends à lancer une corde et grimper, soit en fait, j'apprends qu'on peut aussi faire des échelles, tu vois. Et ok, je vais apprendre à construire une échelle et je vais la faire. En fait, c'est la même chose, tu vois. Et en fait, une fois que tu l'as fait, en fait, comme tu as eu le problème et comme tu sais maintenant comment construire une échelle, la prochaine fois que tu vois un mur, en fait, tu sais que tu prends une échelle. Et c'est acté, tu vois. Et ça, tu t'en souviendras toute ta vie. Et en plus, tu gagnes de la confiance en te disant, si je me retrouve face à un autre type de mur, je saurais trouver une autre solution parce que j'ai déjà trouvé une fois une solution que j'ai pas. Ouais, bien sûr. En fait, c'est un peu le même truc, quoi. C'est si l'applicatif n'était pas utile, tout le monde apprendrait à faire du vélo en lisant un livre. Mais non, ça marche pas comme ça, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ça dit comme ça a l'air absurde. Non, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu français. Je trouve qu'on est un peu trop comme ça aussi, tu vois. Oui, mais est-ce que, je fais exprès de faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas aussi une forme de croyance de prophétie autorisatrice, c'est-à-dire que
quand on dit ça, moi ça me paraît évident parce que je parle ce langage-là. Moi j'ai des reels sur Instagram ultra inspirants, un peu comme As et tout, tu vois. Est-ce que quelqu'un qui dit ça, c'est du bullshit, en gros? C'est-à-dire ce truc un peu de celui qui court le plus vite en 100 mètres, c'est celui qui fait le 100 mètres, pas celui qui lit sur le 100 mètres. Est-ce que celui qui est en mode c'est de la motivation nulle? Est-ce que cette personne-là, en fait, elle est quoi? Elle est bloquée dans sa tête, elle est bloquée dans sa culture, dans ses aspirations, en fait. Parce que moi, alors pour le coup, c'est peut-être que mon délire perso, mais je suis ultra triste, c'est vraiment le mot, je suis ultra triste de voir en fait un pessimisme chez les gens, parce que le truc qui est ouf dans cette histoire, et c'est, je le dis, je te mets dans la boucle parce que je te connais un petit peu, mais c'est notre cas tous les trois, j'ai l'impression, on est quand même globalement assez heureux dans notre vie, tu vois, on est quand même plutôt épanouis, tout ce que tu veux. Et le pire que je vois, c'est que les gens qui nous critiquent, c'est des gens que je vois d'abord malheureux, en fait. Et c'est même ça que je trouve fou, en fait, là-dedans. Souvent. En fait, je pense qu'il y a plusieurs trucs. C'est que dans les gens qui critiquent, globalement, tu vois, moi, il y a deux façons, je pense, déjà de gérer la critique. C'est il y avait une phrase qui disait « J'ai jamais rencontré un hater qui a mieux réussi que moi », tu vois. Ok, marrant. Ça, tu vois, c'est souvent vrai. Et deuxième point, c'est est-ce que tu as envie de prendre, tu vois, des conseils de quelqu'un qui a jamais rien fait de sa vie? En général, non. Donc pourquoi tu prendrais des conseils, tu vois, de quelqu'un et des critiques, tu vois, de cette personne? Et à côté de ça, tu vois, moi, j'essaye toujours, en fait, de mettre un peu en perspective ce que les gens disent. Quand les gens, tu vois, ils ont des messages de haine ou quoi, c'est de la jalousie. La jalousie, on interprète ça, tu vois, souvent comme quelque chose de négatif, mais c'est un sentiment qu'on a tous. Ouais, c'est vrai. Et en fait, plutôt, en gros, t'as toujours, peu importe la situation, t'as toujours deux façons de réagir. Quand t'es jaloux, tu peux te dire ouais, bah, cette personne, il a eu de la chance ou elle a eu de la chance dans sa vie, c'est parce qu'il est né au bon endroit, parce que si, parce que ça, sans même connaître l'histoire de sa vie, tu vois. Ou tu peux te dire j'analyse mon émotion et en fait je me demande pourquoi je suis jaloux. Pourquoi est-ce que je suis jaloux de cette personne qui prend la parole publiquement sur Instagram et qui a des centaines de milliers de followers? Bah en fait, je suis jaloux peut-être parce que j'aimerais bien être cette personne. Et en fait, parfois, la jalousie, c'est juste un indicateur de là où tu veux aller. Et ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. Mais chacune de tes émotions, tu vois, que ce soit la haine, la colère, l'amour, la jalousie, c'est un indicateur de choses vers laquelle tu peux tendre d'une façon ou d'une autre. Tu peux pas être jaloux d'un type dont t'as pas envie de sa vie, effectivement. Donc, de toute façon, c'est une bonne information. Ouais. Mais tu vois, là-dessus, pour reparler un peu de cette vulgarisation de l'entrepreneuriat, un peu la bataille culturelle, on va dire, sur l'entrepreneuriat, je trouve que les créateurs de contenu et spécialement les youtubeurs sont en train de potentiellement de mener cette bataille-là de plein fouet et presque plus que beaucoup d'entrepreneurs. Je pense évidemment à Lena Situation, à Squeezie avec son docu, Inoxtag un peu récemment. Et j'ai l'impression que là, il commence à y avoir vraiment une vague. Je sais pas si tu suis toi un peu, si tu regardes un peu ces vidéos-là ou ces créateurs-là, tu vois. Mais il commence à y avoir vraiment une vague d'explications de l'entrepreneuriat. Il y avait eu un petit bout dans le documentaire sur Squeezie où le dernier épisode était consacré à Bump, comment il avait quitté Webedia pour monter sa structure. J'ai l'impression que eux sont en train de faire un gros travail là-dessus. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs les gars de ça? Moi je pense honnêtement que c'est des gens qui ont avant tout une audience et qui ont créé, tu vois, leur audience. C'est ça leur business. Leur business, c'est les gens. Donc en fait, c'est des gens qui sont très très précautionneux par rapport à leur image. Oui, et comme ils savent qu'en France, il y a beaucoup de jalousie, une vision de l'argent qui est globalement assez négative, en fait, ils se sentent, je pense, dans l'obligation de montrer un peu les coulisses, les difficultés, pour montrer qu'en fait... c'est toujours un peu timide, je trouve, quand même. Ouais, ça c'est sûr. Mais pour montrer que tu vois que tout n'est pas rose. Et je pense qu'il n'y a pas encore... je connais pas, tu vois, tous ces youtubeurs... Enfin, j'ai vu le truc d'Inoxtag, Lena Situation et Squeezie, je ne suis pas du tout. Mais pour moi, tu vois, ça manque et ça manquera toujours... de transparence à 100%. D'authenticité. De building public en fait. Genre, c'est quoi les chiffres, c'est quoi. En fait, juste t'expliquer, tu vois, quelqu'un qui touche 50 000 euros de salaire annuel. En fait, c'est quelqu'un qui coûte 100 000 euros à une entreprise. Tu vois, genre, juste ça, tu vois, les gens, ils le savent pas. Et 50 000 euros, c'est quoi? En fait, tu vas payer les charges sociales, tu vas payer l'URSSAF, tu vas payer... Enfin, tu vois. Et en fait, les gens le voient pas, tu vois. Ou quand as une entreprise, oui, tu payes la TVA. Oui, à la fin de l'année, tu payes l'IS. Donc, en fait... Tu vois, on peut parler de... Et la TVA, t'as des sujets de gestion de trésorerie qui peuvent être stressants parce qu'en fait, la TVA, tu peux, sans t'en rendre compte, enfin nous, ça nous arrivait une fois, sans t'en rendre compte, l'accumuler, à un moment, tu dois faire un gros paiement. En fait, au moment où tu fais le gros paiement, c'est le moment où en fait, t'attends un virement
récemment d'un autre d'un client. Enfin, c'est Théo Lyon qui avait fait très justement un podcast là-dessus en disant qu'il avait failli cracher une boîte qui est rentable, sa boîte, tu vois. Et j'avais trouvé ça pour le coup extrêmement bien vulgarisé, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, il y a plein de choses qui sont très complexes, tu vois, dans la vie d'une entreprise. Après, ça se gère et tout. Enfin, il y a des solutions pour tout. Mais c'est des trucs que les gens connaissent pas forcément. Et en fait, c'est bien, tu vois, je pense, d'éduquer, c'est bien de montrer. Être entrepreneur, ça veut aussi dire être libre, tu vois, bosser sur des projets qui peuvent te passionner, avoir un impact sur les sujets qui te tiennent à cœur. Et ça, tu vois, c'est un truc... moi, en fait, il y a des moments où je suis... tu sais, j'ai beaucoup de potes qui sont pas entrepreneurs et il y a des fois, je suis juste un peu saoulé, tu sais, par... ce truc, le truc classique de les patrons c'est tous des cons, machin et tout, tu vois. Enfin, des histoires, tu vois, moi avec des employés, enfin le système français, la non flexibilité des contrats de travail, enfin en France on a un pays qui est surprotégé. Les gens ils se plaignent, mais c'est sûr. Les gens ils se plaignent, mais les gens quand ils perdent leur emploi, ils sont au chômage pendant 2 ans. Enfin, et encore il y en a certains qui prennent un chèque. Récemment j'ai déjeuné avec un ancien patron, enfin d'ailleurs toujours un patron, qui avait perdu 100% de ses prud'hommes. Donc forcément à un moment c'était barré parce que alors que c'est pas, enfin je le connais, je pense que beaucoup de gens aussi le connaissent, et il est pas réputé comme étant un affreux mec. C'est juste que 100% de ses prud'hommes il les avait perdus, il avait dû filer un chèque à la sortie, ça coûte de l'argent à la boîte. C'est pas dans le business model de la boîte à la base de donner de l'argent à perte sur des salariés qui décident de s'en aller. Donc attention, il y en a qui à juste titre mobilise ces moyens-là, mais souvent c'est tu vois, mais tu veux que je te raconte une politique histoire un peu des prud'hommes, nous on en a déjà eu, mais en fait je te donne des exemples très concrets. Une meuf qui est basée dans le sud de la France, on lui fait signer son CD, elle doit venir à Paris parce qu'elle fait du contenu vidéo. Il y a un studio, le studio il est à Paris, on n'a pas de studio dans le sud de la France, voilà. Elle décide de pas venir. On lui dit il faudrait quand même venir. Tant que j'ai pas validé ma période d'essai, c'est pas quelqu'un qu'on paye mal, hein, tu vois, plus de 3 000 euros par mois, t'as de quoi te trouver un petit logement. En plus, on lui dit, écoute, nous, on a un logement à disposition des gens qui sont à l'étranger, donc tu peux venir quand tu viens, machin. Plus le temps passe, ça se passe pas très bien, ça se passait pas bien avec son manager. Son manager fait un point avec elle, lui dit, écoute, on va renouveler ta période d'essai parce qu'aujourd'hui, t'as pas atteint les objectifs. On veut quand même te redonner une chance, il faudrait vraiment que tu viennes sur Paris. D'accord, je vais venir. Finalement, pendant la deuxième partie de sa période d'essai, elle continue de mettre douille sur douille. Des jours où elle dit qu'elle est malade alors que derrière, elle est sur Instagram à mettre des photos d'elle à la plage et qu'il y a des gens dans le bureau qui sont au courant. Ce genre de truc. On lui dit, on va terminer ta période d'essai. Qu'est-ce qu'elle dit ? Non, vous n'avez pas renouvelé ma première période d'essai. Si, il y a ton manager qui a fait un point avec toi, qui t'a envoyé un message sur Slack. Oui, mais j'ai pas reçu de mail. Et légalement, il faut envoyer un mail pour renouveler une période d'essai. Sinon acceptation tacite. Parce que le mail, c'est considéré comme un élément juridique. Tu vois, et pas un message Slack. Et donc, du coup, cette fille-là, évidemment, on lui a fait partir. Elle a décidé de faire un prud'homme et elle a pris de l'argent. Et en fait, tu vois, c'est quelqu'un... Pour un putain de mail. Non, mais pour moi, tu vois, en fait, l'argent dans notre boîte, on paye super bien les gens, on fait confiance à tout le monde, etc. Mais... t'as des gens, c'est des parasites en fait, tu vois. Enfin, vraiment, c'est des... Et en fait, quand t'es dans ce monde de l'entreprise, tu vois, il y a énormément de choses en tant qu'entrepreneur qui peuvent te faire péter des câbles. On a des gens qui ont utilisé la carte de l'entreprise pour s'acheter des trucs en perso. Enfin, tu vois, on a eu des histoires de ouf. Et moi, sur 7 ans, j'ai vu, tu vois, la nature des gens, et pourtant je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Tu vois, à la fin de l'année, ça nous est arrivé de faire des primes où on donnait, je sais pas, entre 15 et 30 000 euros aux gens. Tu vois, donc on a fait des trucs où quand on fait de l'argent... On n'est pas encore là, putain. Non, mais tu vois... Tu gagnes plus que nous. Non, mais tu vois, on a eu de la chance. En fait, on a eu de la chance de faire beaucoup d'argent, et moi, j'ai toujours envie, tu vois, de faire les choses bien, de partager de la valeur au maximum et tout. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui sont, tu vois, genre, et qui profitent en fait de ce système, et c'est fatigant parce que toi, ton objectif, c'est de faire une boîte, c'est de faire en sorte de créer un maximum de valeur, de créer de l'emploi, d'avoir, tu vois, des gens qui sont épanouis, mais derrière, en fait, le système est fait pour rendre les choses ultra compliquées. Et il faut pas confondre, je pense aussi, des startups versus des entreprises PME traditionnelles. Et ça, les gens, ils l'oublient très souvent. Et en fait, pour moi, avoir un code du travail
pour les startups et un code du travail pour les PME ou entreprises, ça devrait être la base. Parce qu'en fait, la flexibilité dont tu as besoin pour qu'une startup elle fonctionne, elle doit être beaucoup plus grande. Tu vois, tu parles de... Ce qui fait qu'on bosse qu'avec des freelances, enfin, ce qui fait que quand une startup bosse beaucoup avec des freelances, c'est plus simple et tout. Et puis, juste pour revenir, et je te laisse dérouler sur le reste, mais sur la partie un peu, il y a des gens qui ont vraiment un mauvais fond. C'est vrai, ça c'est sûr, et j'en ai croisé. Et je rajouterais, et ça c'est peut-être le truc le plus tragique là-dedans, que tu peux avoir un mauvais fond et mettre l'opinion publique de ton côté, parce que l'opinion publique va juger le fort et le faible et pas le coupable et la victime. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement juste expliqué par un avocat. C'est bien dit. Avec Victor, on va essayer de retrouver la séquence et de vous l'envoyer. Il y a deux visions, il y a le fort et le faible. Bernard Arnault est, on va dire, son employé en plus bas de la hiérarchie. Et il y a le coupable et la victime. Bernard Arnault qui serait méchant, coupable, ou l'employé de tout en bas qui aurait volé un sac, par exemple, qui est coupable. Il a beau être plus faible, il est coupable. Et ça, c'est un truc, pour le coup, où tu peux remettre l'opinion derrière toi très facilement, simplement parce que l'ennemi commun est déjà désigné, en fait. Évidemment. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis après, en fait, ce qui est, dans notre cas, tu vois, avec le recul, tu te dis, bon, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Globalement, tu vois, ça reste un pourcentage chez nous qui est dérisoire. C'est des histoires qui te marquent parce que forcément, t'as l'impression qu'on a trahi ta confiance. Et donc... pareil, tu vois, t'as deux façons de faire dans ces cas-là. Soit tu fais plus confiance à personne, mais pour moi, je trouve que c'est juste pas vivable, tu vois. Soit tu te dis, bah... mais tu vois, ça, tu te dis, bah, c'est un... Ok, au moins, moi, je trouve que l'avantage quand tu fais confiance aux gens très rapidement, c'est que très rapidement, tu t'aperçois de qui fit et qui fit pas, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un truc... Amen. Ouais, non, mais c'est ça. Amen à cette philosophie. Et par contre, ouais, comme tu disais, tu vois... je pense que les gens qui après en interne ont des comportements toxiques et arrivent à monter les uns contre les autres et tout, en fait c'est des gens limite, tu vois, t'es triste pour eux parce que faut pas oublier, tu vois, on dit en France il y a un taux de chômage qui est élevé et tout, mais si on appliquait juste le même système de fonctionnement qu'en genre Finlande ou Suède, tu vois, où il y a pas de chômage en fait, c'est genre quand mec tu perds ton taf, soit tu retrouves un taf au même endroit, avec la même fonction, soit sinon on te dit bah ok, maintenant tu vas aller travailler, sinon tu touches plus les aides, tu vois. Et en fait c'est simple, quoi, tu vois. Enfin, c'est genre des ouvertures de postes en France et des postes qui sont disponibles. T'en as énormément. Évidemment. Les gens qui disent c'est dur de... C'est plusieurs, mais vraiment, je m'en rends pas compte, c'est plusieurs centaines de milliers de postes de travail dans tout un tas d'industries. Ah mais bien sûr. Ceux qui disent c'est dur de trouver un job, c'est que c'est dur de trouver un job tu vois, au niveau qu'ils veulent. Au niveau qu'ils veulent, avec niveau de salaire, les avantages. Mais du coup, pour revenir sur le sujet des... professionnellement, on est en chômage, de toute façon. Il y a un moment, faut aussi Mais pour revenir sur le sujet des youtubeurs, beaucoup de youtubeurs, en effet, deviennent des entrepreneurs, donc ils vont lancer des marques, se servir de leur audience, qui est en fait leur plus gros actif, pour en faire quelque chose de il y a des vraies boîtes, financier, évidemment. Non, mais ça marche extrêmement bien. Mais ce que je trouve, pour revenir sur le sujet qu'on vient de traiter, qui est extrêmement dommage, c'est que dès qu'ils vont lancer un projet, dès qu'ils vont prévoir l'ascension de l'Everest, dès qu'ils vont voyager pour un super projet avec une super marque, c'est là en fait qu'ils vont prendre des critiques, l'opinion publique qui va commencer à leur monter dessus. Ce qui fait les youtubeurs. Attends, Inoxtag, il a publié son reportage, c'était génial. Une première partie des gens lui a dit c'est génial, bravo, et le deuxième revers, c'était qu'en fait, bah non, putain, il a voyagé, il a fait venir des mecs sur place. En fait, c'est un endroit qui est hyper pollué. Quelque part, il vend cette vision-là de l'ascension de l'Everest comme quelque chose de sportif, un défi, mais en fait, c'est quelque chose qui pollue. Je suis d'accord, mais il est quand même rentré dans les top 10 des personnalités préférées des Français, là. Oui, évidemment, mais tu vois, c'est comme un délire. Paola Locatelli qui publie un bouquin en plus sur ses missions, là où elle souhaite être intéressante, créer de la valeur en France, et en fait on tombe dessus que parce qu'elle édite son bouquin avec une boîte du groupe Bolloré. Enfin, à chaque fois que tu essayes de faire un truc dans ce sens-là, et qu'en effet tu as une forte audience, et c'est pour ça que du coup ces gens le font, parce que quelque part évidemment il y a des projets hyper intéressants pour eux et ils sentent qu'ils auront plus de chances de les réussir que d'autres, donc ils vont le faire, mais ils se prennent constamment des retours de bâton qui sont horribles, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on fait je pose la question, mais est-ce qu'on fait des retours de bâton à Mouloud Achour d'être sur Canal+, alors que, enfin... Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, hein. Mais moi, j'aimerais juste avancer, pour que ce soit un peu de dernier sujet, parce que...
Effectivement, je vois l'heure un tout petit peu tourner et on sait que ton temps est précieux, Guillaume. Mais je voulais qu'on revienne un peu sur ces sujets technologiques, parce que t'es quand même une boîte techno. Très fondamentalement, que je trouve qu'il y a quand même une culture techno en France qui s'améliore aussi. Je vois de plus en plus de contenu sur l'IT qui intéresse, du Mi-Code qui fait quand même des scores absolument hallucinants, Aïn Sayari, Defend Intelligence qui fait du contenu incroyable. Allez regarder si vous connaissez pas le frérot à Nice, il est par là. Iris Cartel Media, enfin, de plus en plus de sujets. J'ai l'impression qu'on est un peu en train d'avoir un regain d'intérêt là-dessus. Qu'est-ce que toi tu vois un peu de justement de la puissance technologique française, de ce qu'on est capable de faire en France? Je sais que toi t'étais associé avec 2 devs qui étaient quand même des mecs méga chauds de réputation. Je pense que c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué en France, c'est plutôt, je dirais, compliqué en Europe. C'est que l'Europe se positionne très rapidement comme un régulateur. Et le problème des régulations, c'est qu'elles entravent vachement à tout ce qui est innovation et innovation, tu vois. Enfin, tu regardes l'IA. C'est vachement dommage, tu vois, on a clairement perdu. On a perdu alors que l'IA, ça va être la même chose qu'Internet, quoi, tu vois, en termes, ou peut-être un impact encore plus grand. Et en fait, peut-être qu'il va se passer des choses et peut-être que je trouve que en fait, ce qui est compliqué, c'est que l'Europe, c'est assez faible en fait. Enfin, tu vois, genre l'Europe, tu vois, genre t'as plein de pays qui sont très différents, qui essayent de fonctionner ensemble. Et en fait, derrière, les seuls trucs que ça sort, c'est la fierté de l'Europe, c'est de mettre une amende à Google. C'est de réguler. Et de réguler. D'ailleurs, souvent, les commissaires européens, quand ils prennent leur poste, le message qu'ils transmettent, c'est « Ok, super, maintenant, place à la régulation. On va enfin réguler. » Alors que souvent, c'est l'inverse. Ça devrait être innover, tu vas transgresser. Si tu veux réguler, régule vraiment. La Suisse, ils ont bloqué Uber Eats pendant 3 ou 5 ans pour construire un concurrent local. Pas empêcher Uber Eats de construire un concurrent local. Tu veux réguler, fais ça. Ouais, c'est clair. Non, mais en fait, le truc, c'est que tu vois. Pareil d'ailleurs en Russie ou en Chine où t'as pas Google, par exemple. Ouais. En fait, après, tu vois, c'est un sujet aussi de genre la souveraineté européenne ou souveraineté française. Les États-Unis, ils sont très forts là-dedans, tu vois. Ils ont pas du tout de problème à dire, tu sais quoi, toutes nos usines, on les ramène. Et on produit maintenant, tu vois, c'est un peu l'isolationnisme, tu vois, américain. Et en fait, ils ont zéro problème à le faire. Parce qu'en fait, ils contrôlent un peu le monde. Après, tu vois, l'avantage d'un monde ultra-capitaliste où il y a des échanges constants, c'est que, en fait, ça évite les guerres aussi, tu vois, parce que tout le monde se tient, en fait, et tout le monde fait de l'argent, donc tout le monde est un peu content. Et c'est un peu le truc, tu vois, infini. Là où ça devient compliqué, c'est quand il commence à y avoir des écarts qui sont trop importants. En Europe, tu vois, je trouve que... c'est assez dommage d'être toujours le régulateur, d'être toujours tu vois, et puis surtout, tu vois, c'est même pas de la vraie régulation, c'est pour moi, c'est de la poudre un peu de perlimpinpin. C'est de la protection de consommateur d'ailleurs plus que de la régulation. Ce qui est pas tout à fait la même chose, parce que la régulation niveau consommateur, c'est pas la même chose que la régulation niveau entreprise et tout. Bien sûr. Mais là où moi je trouve qu'il y a un truc intéressant, je prends un exemple, c'est anecdotique, mais hier il y avait les awards de la Paris Creators Week et tout, tu vois. Tu avais la catégorie entrepreneur dans laquelle on était tous les deux. Aucun de nous deux a gagné, c'est Mounir. On l'embrasse. Tu regardes les 10 entrepreneurs, t'as quand même 7-8 personnes qui ont au moins une dimension tech de leur business, tu vois. Donc il y a toi, il y a Mounir, il y a Maud Caillot, même nous avec notre app des pépites de France et tout, Éric Archevêque de Ledger. Est-ce que tu veux, il y a quand même les entrepreneurs français sont quand même aujourd'hui identifiés tech, tu vois, au point que dans un truc créatif, c'est en avant, tu vois. En fait, on est bon en produit en France. On est très bon en produit, on a des bons ingénieurs, on est moins bon, je pense, sur la partie commerciale de façon générale. Et après, go-to-market et tout. Ouais, après, en vrai, je pense que ce qui est compliqué dans le monde dans lequel on vit, tu vois, c'est que en France, et c'est pareil, tu vois, c'est des niveaux d'ambition aussi, mais des boîtes françaises qui... Le Graal en fait d'une boîte française, ça serait de devenir cotée aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non mais pas en France. Non, non, parce qu'en France c'est de la merde, on comprend pas. Enfin, tu vois, le CAC 40 ou ils comprennent pas, tu vois. Aux États-Unis, ils comprennent ce que c'est un logiciel, ils savent le valoriser. Donc en fait, tu te retrouves avec la structure classique, c'est quoi? T'as des investisseurs, des fonds d'investissement qui en général, quand ils sont en Europe, détiennent des fonds de pension, des investisseurs privés, des LPs un peu partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent de l'argent dans des startups.
À quel objectif ? Objectif de liquidité. Donc ça veut dire que sur 3, 5, 7 ans, ils doivent récupérer plus d'argent. Pour ça, il faut que la startup grossisse, soit elle soit cotée en bourse, événement de liquidité publique, soit qu'elle soit rachetée par une autre boîte. Plus une boîte grossit, plus le potentiel acheteur doit être gros. Où sont les personnes qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent justement acheter ? Bien sûr. Aux États-Unis. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu prends... Alors réexplique ça, c'est que c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, il n'y a pas de mastodonte en Europe qui pourrait racheter les startups. Bah oui, en fait, c'est ça. Bien sûr, mais donc en fait, Donc tu vends à Microsoft et Google, quoi. Bah oui, le système par défaut, par défaut, le système, il est totalement flooded. Tu vois, c'est que genre, regarde, tu prends des boîtes qui vont très bien marcher. Je sais pas, Zenly, la success story machin, c'est racheté par qui ? Je sais pas, Snapchat ou un truc comme ça. Tu prends, je sais plus qui faisait de l'IA machin, racheté par qui ? Tu vois, Mistral, si ça fonctionne très bien, ça sera racheté par Microsoft. Tu vois, ça va pas rester Mistral. Et en fait, c'est ça, c'est que nous, tu vois, en fait, peu importe ce que tu fais. Et pour les États-Unis, c'est le meilleur jeu. C'est-à-dire que eux, ils ont même des fonds qui investissent partout en Europe. Ouais, juste pour ça. Bien sûr. Et puis, en fait, quand tu as une boîte qui fait en fait, à partir du moment où tu as une boîte qui a de l'ambition, tu veux être international. À partir du moment où tu veux être international, tu veux être aux US. Donc en fait, ça veut dire que pour être vraiment genre aux US à fond et tout déchirer, c'est cool d'avoir un fonds américain. Dès que tu as un fonds américain, tu sais que ton exit, c'est soit par un autre fonds du coup de private equity et plus de venture capital ou une grosse entité américaine où il y aura un rachat. Mais en fait, on n'a pas de géant européen. Et en fait, ça changera jamais. Parce que t'as raison, parce qu'effectivement, aujourd'hui en Europe, qui pourrait racheter Doctolib ? Quasi personne en fait. Ouais, et bien sûr. Non, mais premier degré, tu vois, à la limite, t'aurais peut-être Sanofi qui aurait les reins. Mais, tu vois. C'est pour ça qu'il faut des énormes boîtes aussi françaises, européennes, et que souvent quand on entend des mecs qui te disent il faut y mettre plus d'impôts, LVMH c'est beaucoup trop capitalisé. Oui, mais à l'échelle du monde, LVMH en France, en Europe c'est énorme, mais à l'échelle du monde non. Apple c'est beaucoup plus gros. Ouais, c'est clair. Et donc c'est ça le drame, c'est que on n'est pas puissant à l'échelle du monde, ce qui fait que, en termes de concurrence, c'est dramatique. 2, on n'a aucune souveraineté à l'échelle de notre propre pays, parce que demain, LVMH, bon, je prends LVMH, mais il y a quelques autres boîtes quand même bien capitalisées qui marchent bien. Toutes ne sont pas capables de racheter toutes les startups. Et les fonds ce qui fait que forcément, on va dépendre des fonds qui viennent d'ailleurs. Et les fonds publics ne mettent pas de règles. Tu vois, quand en France, tu as quand même un système qui est, quand tu as une levée de fonds, globalement, la BPI rallonge avec quasiment le même montant en dette, tu vois, c'est-à-dire que tu peux lever 20 millions, tu auras globalement 20 millions de dettes de la BPI. Mais en fait, ou d'investissement. Là, ils ont un peu baissé. Avant, c'était 1 pour 1, maintenant, c'est 1 pour 0,3, 0,4. Ok, ça a baissé, mais. Il n'y a plus d'argent. Pareil, ouais, tu vois, c'est. Non, mais pays, ça va, ils sont rentables. Non, ils se mettent bien baissés. Ils se mettent très bien. Ils investissent beaucoup ailleurs. Hein. C'est trop fort. C'est pas la France, hein, leur terrain à la BPI. La BPI, on en sait. Merci Nicolas Dufour. Mais du coup, tu vois, avec ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as quand même un truc où. Globalement, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que si tu as des entités françaises qui mettent beaucoup d'argent à un endroit, on devrait avoir des règles qui indiquent que tu ne peux pas vendre à... Tu vois, ça serait une vraie stratégie long terme si tu veux faire des mastodontes à l'échelle française. Ça serait un peu anti-marché libre, mais ça serait une vraie régulation pour le coup. Ouais, ça serait une vraie régulation. Mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Facebook, ils peuvent racheter n'importe qui. En fait, à un moment, ces boîtes-là, quoi qu'il arrive, si tu deviens assez gros et que tu es en bourse et que tu es vraiment une boîte intéressante, tu peux te faire racheter de façon agressive, quoi, tu vois. Bah ouais. Dans ce cas-là, dernière question avant qu'on se quitte, Guillaume. Pourquoi tu restes ? Nous, on est ravis que tu restes en France. Ici à la table, là. Pourquoi tu restes en France et tout ? Est-ce que c'est le discours d'un peu de Xavier Niel qu'il a pas partagé ces derniers temps en disant je suis pas un déserteur et je suis heureux ici ? Enfin, c'est quoi ta vision là-dessus ? Parce que moi, je peux difficilement bouger. De toute façon, j'ai un groupe média, donc c'est difficile d'aller me dire je vais aller bouger je vais bouger en Inde, tu vois, ça n'a pas de sens pour moi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, te donne envie de rester ici ? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une super question. Il va prendre son billet, il va se casser la semaine prochaine. Nous, on se la pose tous quand on voit des mecs comme toi passer. Bah en fait, moi, je tous au moment où on va arriver. Mais tu donnes envie de rester en France aussi. Les gars comme toi restent et dans l'écosystème. En vrai, moi, j'aime bien, et je pense que je l'ai fait beaucoup pendant ces dernières années, mais j'aime bien redonner au maximum à l'écosystème français. Je pense que, comme tu dis, il y a beaucoup de pessimistes, mais je pense qu'il y a plein d'optimistes. Je pense qu'il y a plein de choses positives.
faut pas être trop cynique non plus, tu vois, sur ce qui se passe. Il y a plein de choses qui évoluent. Je trouve que il y a une énergie qui est quand même assez folle. Après, moi, je passe 6 mois de l'année en France, 6 mois de l'année à l'étranger. Donc, tu vois, je suis pas là non plus tout le temps. Mais ça reste mon pays, la France. Si un jour, pour X ou Y raison, j'ai besoin de déménager, je pense que ça sera juste pour des raisons de vie amoureuse ou autre, tu vois. Mais ça sera pas parce que je paye beaucoup d'impôts et tu vois. Tu payes beaucoup d'impôts, tu fais beaucoup d'argent, oui, d'accord, bah c'est cool, ça va. Tu vois. Ouais, c'est un peu. Ouais. Je comprends. Non, mais c'est cool. Et puis vraiment, moi, en tout cas, à titre personnel, je compte pas bouger. Et ça fait plaisir que des gens comme toi restent, en tout cas, mais au moins fiscalement. Parce que c'est un message important, je trouve aussi, parce que ça reste un pays où c'est plus facile de se lancer que dans beaucoup d'endroits, la France. Ouais. Et c'est après que ça devient chiant, en administratif, en financier, en cap. Mais c'est important de pousser parce que on a quand même des choses cool à faire dans ce pays, quoi. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis dans Contre-Courant. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver évidemment les liens des réseaux sociaux de Guillaume, de Jules et de moi-même en description. On essaie de vous mettre le maximum de sources ou de refs quand c'est nécessaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est comme la meilleure manière de récompenser tout le travail qu'on fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.